messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien. Nous poursuivons notre semaine sportive et c'est toujours un véritable plaisir d'être en votre compagnie. Alors, top départ pour ce soir, mais avant, sommaire. Pour son deuxième numéro de la semaine, la Grande Team vous propose les brèves d'ici et d'ailleurs dans LGT News. Dans la rubrique Ça buzz, on parle du 300e but de Kylian Mbappé. Éléphant, Jean-Louis Gasset a-t-il fait progresser l'équipe? C'est la question LGT de ce soir. Un programme bien fourni pour vous permettre de passer une agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Alors, la sélection ivoirienne, toujours d'actualité avec la question LGT de ce soir. Jean-Louis Gasset a-t-il fait progresser l'équipe? Le numéro de téléphone pour nous joindre, le 27 21 59 93 99. Et aussi, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire plutôt sur la page Facebook de la 3. Pour les 90 minutes à venir, je serai donc accompagné d'Henri Joël, Saint-Séverin, Clément et Ballot. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez, Henri Joël? Oh, je vais très bien. Et je suis là, je suis prêt. Henri Joël, c'est une voix de crooner ou bien la voix? La voix? Oui. Ici, la voix. Saint-Séverin, vous allez bien? Oui, ça va super bien. Oui. Super bien, je suis content d'être là, malgré la fatigue. Mais pourquoi on a demandé tout ça? Ce sourire-là m'enlève toute fatigue. Voilà, je suis heureux de retrouver tout le monde ici. Voilà. Est-ce qu'on a demandé tout ça? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Henri Joël et Saint-Séverin, les crooners. Un peu de dynamisme maintenant avec Ballot et Clément. Bonsoir, Ballot. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va. Très bien. Clément. Ouais, ça va. Oui. Ça va très bien, ça va très bien. Vous êtes magnifiques, messieurs. Ouais. Bon, on espère passer une agréable soirée en votre compagnie et on commence avec les news de ce soir, du full contact, du rugby, du basketball et du football. On y va, LGT News. LGT News. Du full contact pour ouvrir nos news. Oli la Machine en Bulgarie pour un challenge. Oli la Machine se trouve en Bulgarie depuis quelques jours. L'athlète ivoirien y séjourne dans le cadre d'un combat de full contact qu'il va livrer le 25 novembre prochain. Son adversaire n'est autre que Sébastien Lutaniuk. C'est un combat qui opposera deux grands champions. On retrouvera d'un côté Oli la Machine, champion d'Afrique Muay Thai 2021 et champion du monde WPKF Pro K1 en 2019. Et de l'autre côté, le Roumain Sébastien Lutaniuk, champion d'Europe de Muay Thai 2016 et champion de Roumanie en 2016 et 2018. Oli, qui avait fait bonne impression en février dernier à l'international en battant par KO le champion d'Europe Romain Falandri, entend poursuivre sur sa lancée pour maintenir le cap. LGT News. Au chapitre du football, Racing Club d'Abidjan, un complexe sportif en construction. Qui veut aller loin ménage sa monture. Le Racing Club d'Abidjan a décidé de faire sien cet adage. En effet, cette formation d'élite, issue de la commune de Yopougon, est désormais sur les traces de la SEC Mimosa. Avec la construction de son complexe sportif, une infrastructure ultra-moderne bâtie sur 30 hectares, dont 15 hectares pour les équipes féminines et 15 autres pour les sélections masculines. Ce complexe sera composé de 8 terrains d'entraînement, des dortoirs, une salle de musculation, une piscine, une radio et une télévision. Un projet qui devrait permettre au RCA d'être un véritable club professionnel. LGT News. Ligue 1. Rachid Gaflaoui et Lys se séparent à l'amiable. Rachid Gaflaoui n'est plus l'entraîneur du Lys de Sassandra. Il a rendu le tablier après quelques journées passées à la tête de l'encadrement technique du club cher au président Dia Mamadou. À la demande du technicien marocain, le premier responsable des Liman a jugé bon de se séparer de son entraîneur. Une séparation qui s'est faite à l'amiable, selon une source proche de ce club. Pour l'heure, c'est Lago Bailly qui dirige l'actuel 12e de la Ligue 1. LGT News. Match international amical U23. Les éléphants espoirs étrillent l'Irak. 4-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre amicale qui a opposé les éléphants U23 à leurs homologues de l'Irak. C'était ce mardi matin à Alicante, au sud-est de l'Espagne. Les poulains de Guy Demel ont été intraitables dès la première mi-temps, sanctionnés par 3-0. Des réalisations qui portent les griffes de Bomba Mohamed à la 21e minute, Traoré Abdoulaye à la 25e minute
et Traoré baigné à la 29e minute. Les éléphants espoirs ont clôturé leur belle prestation par un 4e but, œuvre de Dion Saï en toute fin de partie. Une belle performance qui démontre, derrière, que la relève est en train d'être assurée. Alors, n'oubliez pas la question LGT parce que le téléphone sera bientôt ouvert. On vous permettra donc d'interagir avec nous. La question LGT, éléphant, Jean-Louis Gasset a-t-il fait progresser l'équipe? 27 21 59 93 99 et ça se passe aussi sur la page Facebook de la 3. L'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien ici sur votre chaîne, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. On fait le débrief donc des news de ce soir et on commence avec Balo. Oui, bien sûr, pour parler de Oli La Machine qui va affronter le Roumain Lutaniuk, bien sûr, du côté de la Bulgarie. Il faut d'abord savoir que le Roumain part avec un avantage, puisque c'est vrai que c'est sur terrain neutre, mais la Bulgarie est un peu plus proche de la Roumanie. Et du côté de Oli La Machine, c'est 105 kilos. Et bien sûr, pour 1m90, va devoir faire valoir cette puissance qu'on lui connaît ici du côté d'Abidjan. Ça, c'est sa force, la puissance dans les impacts. Mais l'un de ses handicaps, ça a été très souvent le cardio. Il nous l'a confié sur ce plateau. Il a fait des efforts dans le sens d'améliorer ce cardio-là pour être un peu plus complet. Donc, c'est avec tout simplement ces qualités qu'Oli La Machine espérera tout simplement renverser Lutaniuk, qui a une différence d'âge également. Oli La Machine a 32 ans avec un peu plus d'expérience et Lutaniuk en a seulement 22 ans, donc 10 ans d'écart entre les deux. Ouais. Oli La Machine a eu à faire ses preuves au niveau africain et il décide justement de se hisser du côté de l'Europe et c'est une bonne nouvelle pour le Muay Thai ivoirien qui va s'exporter et grâce à Oli La Machine, en cas de victoire éventuelle dans ce combat-là, ça va nous permettre, pourquoi pas, d'élever encore plus le Muay Thai ivoirien. Donc bonne chance à Oli La Machine et on espère qu'il va remporter ce combat. Et est-ce qu'il a ses chances, Oli La Machine? Oui, bien sûr, il a totalement ses chances. Hein. Oui. Je pense que très souvent, il a été confronté à des adversaires qui ont su user de certaines stratégies. Il a donc tiré les leçons, notamment lors de sa défaite ici à Abidjan face, si ma mémoire est bonne, aux Géorgiens. Oui. Mais finalement, il a pu tirer les leçons de ce combat-là, où il s'est fait prendre à la masse. Il s'est fait étreindre de manière constante dans le combat. Il a donc tiré les leçons de cet échec-là. Et il sait aujourd'hui que le Muay Thai, ce n'est pas que de la puissance, ce n'est pas que de la muscu, mais c'est aussi beaucoup de stratégie, de tactique. Et on espère qu'il va pouvoir donc user de cela dans ce combat-là. Et pour moi, il a toutes les cartes en main pour remporter ce combat. OK, donc bonne chance à Oli La Machine donc, pour ce combat à venir. Henri Joël, avec vous, on parle basketball. Oui, l'information de la nuit en NBA, c'est la défaite de Celtic de Boston, voilà l'équipe leader au niveau de la conférence Est qui était sur 6 victoires d'affilée aux extrêmes. C'est-à-dire vous avez le premier face à l'un des derniers. Voilà, ouais. Je ne dirais pas le dernier, mais à l'un des derniers. On ne s'attendait pas. En tout cas, tous ceux qui ont parié cette nuit sont passés à côté. Ouais. Parce que normalement, dans cette opposition, Boston partait très, très, très favori ouais. de cette opposition. Bon, malheureusement, les parquets ou surtout la physionomie en a décidé autrement. Donc, victoire de Charlotte. De Charlotte, voilà. Des deux frères, je pense que c'est Lonzo. Hein. Oui, c'est Lonzo Ball. C'est Lonzo Ball. Plutôt, c'est Lonzo Ball qui a inscrit 36 points. Merci beaucoup, c'est vrai. Merci de suivre souvent le basket la nuit. Oui, grâce à toi, tout ça. Grâce à la 3 aussi. Oui, effectivement. On parle Ligue 1 à présent. Rachid Gaflaoui et Lys de Sassandra qui se séparent à l'amiable. Et c'est Clément qui nous en parle. L'histoire d'amour entre Rachid Gaflaoui, le Marocain, et puis la formation de Lys de Sassandra n'aura duré que 3 mois parce que voilà, il va partir. On parle de séparation à l'amiable, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de problème également. Il y a certaines sources également qui parlent de problèmes financiers entre le coach marocain et puis la formation de Lys de Sassandra. Voilà, donc parce qu'il y a certaines séances où on a constaté l'absence de Rachid Gaflaoui sur le banc, il n'a pas dirigé certaines séances. Voilà, dommage pour un club qui est en difficulté au classement. C'est seulement que 2 victoires pour 10 points pour cette formation de Lys de Sassandra. Quand on a écouté les mots de Rachid Gaflaoui à son arrivée, il parlait de grosses ambitions de Lys de Sassandra et son président. Je ne pense pas qu'on ait de grosses ambitions en limogeant un coach après 3 mois de compétition. Donc je pense qu'il faut se resservir du côté de
des listes de Sassandra si on ne Ouais, veut pas ils aller disent en plutôt deuxième qu'ils se division. sont séparés à l'amiable. Oui, ils se sont séparés à l'amiable. Maintenant, se séparer à l'amiable, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de soucis. Voilà, donc c'est la séparation qui a été à l'amiable. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de soucis en interne également avec le coach marocain? Donc je pense que voilà, il y a certaines choses qui disent voilà, qu'il y a eu un problème financier entre Rachid Gaflaoui et puis le président. Il y a eu un problème de salaire impayé également entre lui. Voilà, parce que si un coach qui arrive au départ, qui dit que voilà, il est là pour porter les ambitions de l'île de Sassandra, après 3 journées qu'il est limogé, ça veut dire qu'il y a de réels problèmes. On a vu certaines séances d'entraînement où il n'était pas là, certains matchs également où il n'était pas sur le banc. Mais donc, vous mettez le problème financier en avant. Ouais, je pense que ouais, il y a le problème financier. Après aussi, il y a le club qui est en difficulté en termes de résultats également, parce que quand on prend ce classement, ils sont 13e, ils n'ont seulement que 2 victoires pour 10 points. Donc on peut concilier ces 2 facteurs-là qui sont à la base du limogeage de Rachid Gaflaoui. D'accord. Okay. Oui, alors, rapidement, parce que moi, avant oui. de venir, j'ai contacté l'un des responsables du club qui m'a fait savoir que Rachid Gaflaoui est parti pour des problèmes de famille. Voilà, il devait aller aux cheveux. Donc pour vous, ce n'est pas un problème financier, mais c'est plutôt un problème. En tout cas, ils n'ont pas évoqué de problème financier. Ça a été une séparation à l'amiable, comme l'élément l'a dit, mais derrière, il m'a dit bon, ok, Rachid Gaflaoui est rentré au pays pour des problèmes familiaux. Voilà. D'accord, très bien. Mais on note qu'ils se sont séparés à l'amiable et que Rachid Gaflaoui, justement, n'est plus le coach de l'IS de Sassandra. Saint-Séverin, avec vous, on parle Racing Club d'Abidjan. Oui, le Racing Club d'Abidjan, un club qui continue de nous surprendre. Un club qui, dans sa jeune histoire, a déjà été champion de Côte d'Ivoire. Je crois que c'était en 2020, à la période de la Covid. Le championnat a été arrêté, donc ils ont été déclarés champions. Un club qui a connu aussi un gouffre avec le décès d'un de ses joueurs en plein match, on s'en souvient, Silla. Donc aujourd'hui, tout ça est derrière, le club est en train de se construire. Et c'est une leçon que ce jeune club-là, qui est né il n'y a même pas 5 ans, je pense, ou 10 ans, c'est-à-dire qu'ils ont racheté Kokungo FC en troisième division. Puis ils ont changé le nom, ils sont devenus Racing Club d'Abidjan. Un club qui n'a même pas 10 ans d'existence, qui est déjà en train de se faire des infrastructures. Je veux dire, c'est ce que tous les dirigeants de club doivent retenir. Il faut doter les clubs d'infrastructures, ensuite faire de la formation si on veut devenir un club autonome. Le Racing aujourd'hui, c'est vrai, bénéficie de la subvention de la Fédération ivoirienne de football, mais le Racing n'attend pas ça pour vivre. Le Racing fait partie des clubs aujourd'hui qui vendent beaucoup de joueurs de leur cru, comme la SEC Mimosa. Et donc, se doter d'infrastructures, des terrains modernes, un centre de formation qui est en train de voir le jour avec des bâtiments qui seront bientôt terminés, c'est l'exemple à suivre dans le football ivoirien. Pour avoir des résultats, il faut se structurer. C'est tout ce qu'on demande au club. Est-ce que le fait d'être partenaire du club de Nice, est-ce que ça n'affecte pas le Racing Club? Non, au contraire. C'est justement ça qui a permis de faire grandir le Racing. Ouattara Brahima, Guesson-Jean, Quadio, et bien d'autres sont passés par l'OGC Nice avant d'aller soit à Lausanne Sport où le président a atterri après, le président fondateur a atterri après. Donc c'est tout bénéf pour ce club. Et justement, ce genre de partenariat a fait grandir beaucoup de clubs au Sénégal. Beaucoup de clubs au Sénégal. Et aujourd'hui, avec toutes les dividendes tirés des transferts, du coup de main de Ineos, qui est le sponsor officiel de l'OGC Nice, ce club-là a réussi à grandir. Voilà ce qu'on demande à tous les clubs. La SEC l'a fait dans le temps avec Beveren. Le satellite aussi l'a fait avec Lokeren. Voilà, aujourd'hui, tout ça sont des exemples à suivre. Il faut le faire pour pouvoir grandir. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, pour ces informations complémentaires par rapport aux news de ce soir. On poursuit donc notre émission et nous allons parler de ce qui crée le buzz sur la sphère sportive. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Kylian Mbappé. On part pour sa buzz. Kylian Mbappé qui a réalisé une très belle performance. Désormais, l'international français totalise 300 points, 300 buts plutôt en carrière. Plus de détails dans cette vidéo et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. À seulement 24 ans, il fait mieux, on peut le dire, que Messi, que Cristiano Ronaldo et même Neymar, encore son compatriote Ronaldo qui n'avait pas atteint ce niveau à cet âge. Oui, Saint-Séverin. Oui, Kylian Mbappé
La première chose dont je me rappelle, c'était le titre de Monaco, quand il est devenu pro. Il a pris ce titre-là, on est à la barre du PSG, mais je me suis dit qu'à l'époque, avec une équipe de Monaco composée de Mendy, de Falcao, de Silva, de Timoué Bakayoko, Bernardo Silva, je me suis dit que c'était ces étoiles-là qui avaient fait briller cette équipe de Monaco. Mais aujourd'hui, à y voir de près, Kylian Mbappé a été pour beaucoup dans ce titre. Et quelques années, un an après, il gagnait la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il est déjà à 24 ans dans les annales du football mondial. Je veux dire, c'est tout simplement impressionnant. Oui. Quand je regarde Kylian Mbappé, honnêtement, je le vois très vite comme un futur ballon d'or. Mais pour ça, il faut qu'il soit dans un grand club. Bon, parlons justement aux journalistes spécialistes de ballon d'or ici à la 3. Ballot. Alors, Kylian Mbappé, qui a 300 buts. Oui, ce n'est pas étonnant parce que derrière, il faut dire que c'est un jeune qui a aussi brillé par sa maturité. Tout part aussi de ce que le joueur a comme comportement en dehors du terrain, ce qui lui permet d'être dans de bonnes conditions, de pouvoir avoir des performances acceptables. Elle a été très souvent assez correcte dans son hygiène de vie. C'est aussi un travailleur, Kylian Mbappé, parce qu'il faut savoir que non seulement il est capable de marquer 300 buts, mais ce n'est pas la seule palette à son arc. Il y a aussi sa capacité de faire des passes, de pouvoir se mettre au service du jeu. Et aujourd'hui, c'est l'un des rares, je pense que l'un des rares aujourd'hui, à pouvoir non seulement évoluer en pointe, en neuf nominal, mais aussi à pouvoir évoluer soit en soutien et même sur les côtés, de par sa vitesse et de par sa capacité de dribble. Donc, c'est dire que c'est un joueur qui a une très, très grande palette. Oui. Même Robert Lewandowski et Benzema ont été dépassés par Mbappé parce que eux, à 25 ans, ils n'avaient pas encore... à moins de 25 ans, il n'avait pas encore atteint 300 buts. Donc, c'est dire que sa performance est exceptionnelle à titre individuel. Mais comme Saint-Séverin l'a dit, pour donner de la force à ses performances individuelles, il va falloir qu'il change de club pour avoir ce qu'on appelle les trophées importants pour l'attribution du Ballon d'Or. Et dans ces trophées importants, on a la Coupe du Monde, on a la Ligue des Champions. Oui. Vu que le Paris Saint-Germain semble, pour le moment, ne pas avoir les cartes pour remporter cette Ligue des Champions, je pense qu'il doit, pour espérer avoir ce Ballon d'Or, partir dans un club pour remporter la Ligue des Champions, ce qui va pouvoir lui permettre d'asseoir ses performances individuelles, tout simplement. D'accord. Bon, voyons les statistiques de Kylian Mbappé. Statistiques qui s'affichent, oui. Ah oui, voilà, vous avez le nom... la date de naissance et tout. But en carrière, toute compétition confondue, c'est 300 avec l'équipe de France 46. En club, 254 buts, dont 27 avec Monaco et 227 avec le PSG, meilleur buteur de l'histoire du club. Et est-ce qu'on peut dire qu'il est bien parti pour faire tomber d'autres records, Clément ? Oui, je pense que quand on prend tout ce qui est statistique, quand tu mets 300 buts à 24 ans, ça veut dire que tu es quand même dans l'intervalle, tu es quand même dans les bons ratios. Ça va tellement vite avec lui. Moi qui aime le club de la Principauté, je me rappelle, à 17 ans 62 jours, il avait fait tomber le record de précocité de Thierry Henry en devenant le plus jeune joueur à marquer pour l'AS Monaco. C'était face à l'AS 3 en 2016, et de là on parle de 300 buts pour lui maintenant. Ça veut dire que c'est un garçon qui est très très efficace, en plus de savoir éliminer, en plus de savoir faire jouer les autres. Voilà, il sait également marquer. Après, je pense qu'on a parlé de cette comparaison avec les autres, que ce soit avec Cristiano Ronaldo, que ce soit avec Lionel Messi, mais lui il doit aller ajouter ce qu'on appelle un ballon d'or, une Champions League, comme l'a dit Ballot. Mais quand on prend les chiffres, quand on prend l'évolution, quand on prend ses ratios mathématiquement, il est dans les standards de quelqu'un qui peut aller chercher ces 1000 buts-là, qui a mis Pelé. Donc, je pense que s'il continue comme ça, quand on sait qu'il peut changer de club à tout moment, il peut aller dans un championnat espagnol, pourquoi pas au Real Madrid, où il sera également bien entouré. Sans Séverin à parler de ce joueur qui était très bon à Monaco, avec un effectif qui n'était pas aussi top. Et puis au PSG, quand même, il vient, c'est lui qui est le meilleur buteur de l'histoire de ce club-là. Et il a beaucoup d'avenir devant lui. On parle d'un garçon qui a encore 10 ans, nous encore 15 ans devant lui. Donc, il peut aller chercher ses records. Après, le football, il va tellement vite. Il y a Cristiano Ronaldo qui a 27 ans, qui n'avait pas atteint ce chiffre-là. Ça veut dire qu'il n'y a rien dessus. Il n'y a pas de réponse apolitique en termes de football. Il n'y a pas de réponse sûre. Il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des choses qui peuvent arriver demain, que ce soit à Kylian Mbappé ou aux autres joueurs. Donc,
Voilà, mathématiquement, c'est possible, mais tout est possible également en termes de blessures et autres, en termes de physique également. On touche du bois, on n'espère pas. Alors, en termes de record, il faut savoir que déjà, il est à 10 buts de Giroud en équipe de France. Giroud en a 56, il a 46. Giroud, c'est 128 sélections, 74 sélections pour Mbappé. C'est le plus jeune joueur à avoir joué 2 finales de Coupe du Monde. Il les a joués à 23 ans, 11 mois, 29 jours, à la date du 18 décembre 2022, c'est-à-dire à la finale de la Coupe du Monde. Déjà, il a 12 buts en Coupe du Monde, c'est-à-dire à égalité avec Pelé. Et il a encore la chance de pouvoir poursuivre les 16 buts des Miroslav Klose. Et puis, il est le meilleur buteur de la Coupe de France en 29 matchs. Non, il a inscrit 29 buts en 25 matchs. Il a égalité avec Jean-Pierre Papin. Ce qui veut dire que cette saison, en Coupe de France, il marque un but. Il devient le meilleur buteur de toute l'histoire de cette compétition. Et puis, sur l'année civile, il a 46 buts. Il est à 2 buts de Haaland et de Harry Kane. Donc, voilà un peu des stats qu'il peut faire tomber maintenant. Peut-être pour la Coupe du Monde, c'est encore plus probable, hein, puisque c'est 4 buts qui séparent son record de celui ou ses réalisations pour le record de Klose. Très bien. On note donc ce qui crée le buzz ce soir, c'est Kylian Mbappé qui passe donc la barre des 300 buts. Nous, on marque une petite pause, hein, si vous permettez, messieurs. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas le sujet principal de l'actu de ce soir. Éléphant, Jean-Louis Gasset a-t-il fait progresser l'équipe? Allez, à tout de suite. Voilà, on est en direct sur la 3. Vous suivez votre émission La Grande Team. Je suis toujours accompagné de Saint-Séverin, Henri Joël, Clément et Ballot. Messieurs, rebonsoir. Et avec vous, donc nous poursuivons cette émission jusqu'à 22h. C'est un plaisir d'être avec vous. Souriez un peu, s'il vous plaît. Nous, c'est un plaisir d'être là aussi. C'est juste pas un plaisir d'être à côté d'Henri Joël, mais c'est un plaisir d'être là en compagnie de Marie-Christine. Bref, bon courage parce que vous allez devoir tenir avec lui jusqu'à 22h. Heureusement que Clément et Ballot, eux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est top. Formidable binôme. Wallo viendra vous en dire des nouvelles. Allez, on passe au stade du jour. Les stats du jour, 63, c'est le nombre de triplés réalisés par Cristiano Ronaldo dans sa carrière, avec Manchester United, le Real Madrid, la Juventus de Turin, Al Nasser et la sélection portugaise, un record dans le monde du football professionnel. 4. Après 11 journées, on note que dans 4 clubs de la Ligue 1 ivoirienne, on limogé leur entraîneur. Il s'agit de Boaké FC, Lys de Sassandra, Afad et Sol FC. 3. Le Racing Club d'Abidjan détient la meilleure défense de la Ligue 1 ivoirienne avec un ratio de 3 buts encaissés en 10 matchs, dont 8 clean sheets. Alors, bon, c'est les chiffres pour ce soir. Déjà, pour commencer, jusqu'où pourrait s'arrêter Cristiano Ronaldo? Henri Joël. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Hein. Voilà. Il impressionne encore. Ouais, il continue d'impressionner. Vous savez, Ronaldo, malgré l'âge. Malgré l'âge. Et quand on était un peu sur les stades de Kylian Mbappé, je voulais évoquer les stades de Ronaldo qui a marqué plus de 400 buts après 30 ans. Après 30 ans. Imaginez-vous qu'il y a des footballeurs, il y a des attaquants qui jouent presque toute leur carrière qui ne marquent même pas 200 buts. Ouais. Le monsieur, il marque 400 buts après 30 ans. Ouais. Et il continue. Donc c'est pour cela que je dis, je ne sais pas où il va s'arrêter. C'est vrai que son dernier passage à United, ça n'a pas été top. Parce que non seulement, je veux parler quand même du rythme du championnat, parce qu'il ne faut pas oublier que Ronaldo, si ce n'est plus le Ronaldo de United lors de son premier passage, ce n'est plus le Ronaldo du Real de Madrid. Donc il a pris de l'âge, donc combiné au rythme du championnat, ça n'a pas été top. Mais aujourd'hui, il se sent très bien. Donc on diront que peut-être le championnat de l'Arabie Saoudite est faible, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, vous avez pas mal de joueurs, même les plus jeunes, qui y vont pour continuer leur carrière. Il y a des grands défenseurs là-bas. Oui, il y a de grands défenseurs. Donc, et d'ailleurs, même avec la Ligue des Champions du côté de l'Asie qui passe sur la 3, même, on voit le niveau de certaines équipes qui participent à ces différentes compétitions. Donc, lui, le voit continuer de jouer et surtout de marquer beaucoup de buts. Jusqu'à cet âge, on se pose beaucoup de questions. Où il va s'arrêter? C'est pour ça que j'ai dit, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il compte
il compte même aller jusqu'à 2026. Ouais, 2026 pour la le Coupe du mondial. Monde qui arrive. Et il va jouer bientôt l'Euro avec le Portugal. Et quand on voit tous ces joueurs que compose l'équipe, la sélection portugaise, on se dit que cette équipe portugaise a part quand même parmi les favoris de l'Euro. Donc lui, il peut mettre une deuxième étoile sur son maillot en tant que joueur ayant remporté la compétition. Exactement. Et parlons du championnat national avec justement le chiffre 4. Qu'est-ce qui explique finalement cette cascade de limogeage sans Séverin? La première des choses sont les mauvais résultats. Tous les clubs qu'on a cités sont très mal classés. Et l'autre chose, ce sont les non-dits. Les clubs ivoiriens continuent de fonctionner comme de toutes petites entreprises de quartier. C'est dommage. Quand vous prenez Boaké FC, le président et le coach, Kone Yaya, c'est ça, non? Oui. N'étaient pas en de bons termes. Le coach n'écoutait plus certaines consignes du président. En plus, ajouté à cela, il faisait de mauvais résultats. Allez, il dégage. Ndri Romaric, que tout le monde connaît ici, qui a fait progresser l'AFAD, alors là, de façon incroyable. On se rappelle tous qu'en avril 2022, l'AFAD était quasiment dernier du championnat. Quand on est revenu de l'élection à la présidence de la FIF, Romaric a enchaîné les victoires de sorte à envoyer l'AFAD dans le top 5. Et il a même réussi à qualifier ce club pour la Ligue des Champions. 10 ans après, 10 ans et plus après sa dernière, en Coupe de la Confédération, après sa dernière participation. Donc il a réussi à ramener le club sur la scène africaine. Mais quand le moment de la compétition est arrivé, vu qu'il n'avait pas de diplôme pour entraîner sur le plan africain, il lui a été adjoint Kone Thiegbe. Kone Thiegbe qui a été l'un des tout premiers formateurs des premières promotions de l'AFAD quand le centre était à Djekanou. Et donc, de bisbille en bisbille, Romaric a commencé à faire de mauvais résultats. Et là, le président Anouma s'est vu dans l'obligation de se séparer de lui. C'est la même chose pour Firmin à Sol FC. Donc, à un moment donné, c'est vrai, les coachs peuvent faire de mauvais résultats, mais il faut installer un certain niveau de professionnalisme au niveau du club, de sorte à ce que les clubs et les coachs puissent se séparer en de bons termes. Aujourd'hui, chacun s'arrange pour soigner son image, à dire qu'on s'est quitté à l'amiable. Mais à la vérité, il n'y a rien d'amiable quand ils se séparent. Absolument rien d'amiable. Donc pour moi, il faut que la fédération continue dans sa volonté de professionnaliser la gestion des clubs. Très bien, Saint-Séverin. Et une impression aussi sur le Racing Club d'Abidjan, Balo? Oui, une très bonne équipe et c'est une équipe qui a toujours produit du bon football, mais cette fois-ci, il y a un peu plus d'efficacité. Elle a battu la SEC Mimosa 2-1, ce qui n'est pas rien, avec des joueurs intéressants. Wawa Chris, que moi j'aime bien, Piston. 1-0. Voilà, tout à fait. Donc Wawa Chris, que moi j'aime bien, qui est un joueur assez intéressant, bon piston. Donc il y a des joueurs au niveau individuel qui sont pas mal, mais aussi il y a un bon collectif aussi qui est en train de progresser. Maintenant, il faut savoir si ça va s'inscrire dans la durée. Est-ce qu'il n'y aura pas un essoufflement? Donc c'est en cela qu'ils doivent maintenir la cadence. Oui, tout à fait. Le Racing Club qui a la meilleure défense du championnat, c'est 3 buts seulement encaissés. On parle quand même d'une solide défense incarnée par Kouassi et puis Karabou et le capitaine. Mais c'est une équipe qui aime le beau jeu. C'est vrai qu'ils n'ont marqué seulement que 8 buts, mais c'est un chiffre qui est trompeur parce que quand vous allez voir jouer cette formation de Racing Club d'Abidjan, vous avez des garçons tels que Bandama, qui est l'un des meilleurs 10 du championnat. Derrière l'attaquant, il est formidable. Il a apporté, il a Diré Aboulaye au milieu également. Et puis Yameogo, ça joue très bien au football. Voilà, et ils ont une solidité défensive cette année qui les permet d'aller titiller les grands noms. On a vu le match face à la SEC Mimosa où, voilà, il fait une frappe, Bandama va crucifier les jaunes et noirs. C'est une formidable formation. On parle de structuration. Quand tu es professionnel, quand tu veux être professionnel, il y a les résultats qui te suivent. C'est ce qu'a dit Saint-Séverin. On a parlé de ces complexes-là qui arrivent. Une jeune formation qui a fait 6 ans seulement dans l'élite du football ivoirien. On parle de 2018. Pour les premières saisons, ils ont fait 4e. Et puis la saison qui va suivre en 2019-2020, où ils seront champions de Côte d'Ivoire. Donc bravo à eux. On parle de ces clubs-là qui peuvent entamer ce qu'on appelle la révolte du football ivoirien. Voilà, aller bousculer les deux géants qui sont la SEC Mimosa et l'Africa Sport. Oui. Donc bravo à eux et on espère qu'ils vont aller au bout. On espère qu'ils vont aller au bout. On n'a rien entendu. Vous avez terminé, Oui, tout à fait. Oui, un mot assez rapidement. Moi, je pense que ce club est en train de passer un cap. Parce que, vous savez,
dès qu'ils sont arrivés, on a connu une première génération. C'est vrai que Chamou Karaboué, le capitaine, fait partie de la première génération. Bon, peut-être la génération après les premiers joueurs, mais il est toujours présent au club. Et ils sont en train de passer un cap. Aujourd'hui, c'est le club, c'est ce club-là qui habille mieux ses joueurs quand ils arrivent au Ouais, stade. tout à fait. Nous l'avons évoqué une fois ici, où les joueurs ils viennent en costume au stade. Oui. Si ce n'est pas en costume, ce sont des chemises blanches, plus des Oui, on bas noirs. a vu ici. Et ça, le plateau de la Grande Team, oui. c'est bien pour l'image d'un club. Ensuite, vous avez ce complexe-là qui est en train de finir sur l'autoroute de Yamoussoukro. Et quand on pense à tout ça, quand on met en place tout ce système-là et surtout cet environnement pour ces joueurs-là, je pense que normalement les résultats suivent. Et allez-y au Champrou pour voir quand même les supporters. Ils drainent du monde que la Oui, aujourd'hui, ils drainent du monde que la SEC quand ils doivent jouer au Champrou, mais c'est presque tout Yopougon. Tout organisé, avec des bus, convois voilà, qui viennent jusqu'au stade pour encourager cette équipe. Ne soyons pas surpris de voir que demain, cette équipe quand même va dominer parce qu'ils ont cette capacité à toujours changer des joueurs et surtout à avoir de très bons joueurs. Que ce soit Ouattara Brahima, Zilé, Zohri, Amel, tous ceux-là, ils sont partis. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle génération avec Djiré, avec Bandama. C'est vrai que Chamou Karabou est là. Ils font venir d'autres joueurs comme Sila Mohamed, qui quand même a traîné un peu sa bosse ici, qui est parti et qui est revenu. En tout cas, il y a une bonne organisation au sein de ce club-là. Le Racing Club, Et oui. vraiment, les résultats suivent. Oui. Cette année, ça ne va pas bien du côté de la SEC, puisque c'est la SEC qui est habituée à remporter les titres. Je pense que ça va être très serré avec cette équipe du Racing Club. Il a déjà donné un message à la SEC. Il y a même, pour voir la qualité de cette formation du Racing Club, il faut écouter le discours d'après-match de Julien Chevalier, qui fait l'éloge du Racing Club, qui dit que ils ont une structuration, ils ont cette base-là depuis 2 ans, ils ont une très très bonne équipe. Et si Julien Chevalier, lui, il fait sortir ces mots-là, ça veut dire qu'il y a un excellent travail du côté de cette formation du Racing Club. Exactement. Pour terminer sur le Racing Club. Je vais ajouter 2 choses. Le coach qui a été champion avec le Racing aujourd'hui est à la tête de la sélection U17 de Côte d'Ivoire, Bassiriki. Et deuxième chose, on a tendance à se plaindre qu'il n'y a personne au terrain quand on joue, il n'y a personne dans les gradins. Mais le Racing a trouvé la solution. Ils convoient leurs supporters, ils mettent des moyens à leur disposition. La population de Yopougon se sent aimée et donc logiquement, elle va supporter son équipe. Donc je demande à tous les autres clubs de faire en sorte de s'inspirer du modèle du Racing Club d'Abidjan. Quand on veut des gradins pleins, on se donne les moyens d'y parvenir et c'est ce que le Racing réussit. Chapeau à cette équipe. Et les chiffres suivent pour ce qu'on retient, en tout cas, de cette bonne organisation du club du Racing Club. Clément Instant Sévérin. C'est pas bien. Voilà, il faut suivre en classe. Donc, on passe au sujet principal, l'actu de ce soir. Le téléphone est ouvert, hein, le 27 21 59 93 99. Et aussi, continuez de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Éléphant, Jean-Louis Gasset a-t-il fait progresser l'équipe? Jean-Louis Gasset qui dirige la sélection ivoirienne depuis 18 mois. Alors, quel regard peut-on jeter sur son travail à 2 mois, pratiquement moins de 2 mois de la CAN? On regarde cette vidéo préparée par la rédaction et on en parle après sur le plateau de la Grande Team. Alors, messieurs, sur le plateau, très chers consultants, la question LGT vous est donc posée. Éléphant, Jean-Louis Gasset a-t-il fait progresser l'équipe? Oui ou non? On y va. Oui pour Clément et Ballot. Non pour Saint-Sévérin. Et un oui pour Henri Joël, d'accord. Saint-Sévérin, vous qui êtes le seul à dire non, le coach Jean-Louis Gasset n'a pas fait progresser pour vous la sélection ivoirienne? Non. Ok. Faire progresser une équipe de football dépend de 2 facteurs. Mais le facteur le plus visible, c'est le jeu de l'équipe. À ce niveau, le jeu des éléphants n'a pas progressé. Le jeu des éléphants n'a pas progressé parce que depuis le premier match jusqu'à maintenant, les mêmes lacunes sont là. Il n'y a pas de circuit préférentiel quand les éléphants jouent. On n'a pas encore de la fluidité dans les transitions entre le milieu et l'attaque, souvent même entre la défense et le milieu de terrain. Donc à ce niveau-là, l'équipe n'a pas progressé. Le seul constat aujourd'hui qui est positif depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset,
c'est que le groupe a été rajeuni. Ça, c'est à mettre à l'actif de Jean-Louis Gasset. Le groupe a été rajeuni parce qu'au moment où il arrive, la génération qui est là a joué à minima 2 CAN sans grand résultat. Okay. Sans qu'on ait rien vu de positif. Et donc, progressivement, il a réussi à changer sa défense, par exemple, en installant Ousmane Diomandé et Ndika, par exemple, qui sont les 2 jeunes qui sont arrivés, en mettant de côté les gardiens que les Ivoiriens ont toujours connus, Sangaré Badra Ali, Bobo, qui était suspendu, Foli Ayaï, Tapé Ira. Donc, il installe Yaya Fofana, qui aujourd'hui va de clean sheet en clean sheet. Voilà. Donc, sur les 2 derniers matchs, la Côte d'Ivoire marque 9 buts. Et lui, il n'encaisse pas de buts. Donc, ça, c'est déjà bon pour la défense installée par Gasset. Ensuite, au niveau de la vie du groupe, il a aussi fait progresser les choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de respect entre les jeunes et les anciens, entre les anciens eux-mêmes, entre les jeunes eux-mêmes. C'est vrai que dans un groupe de 25 à 30 personnes, on ne peut pas toujours tous s'aimer. Il y a certaines affinités. Mais quand tu regardes la vie du groupe, voilà, il y a de grandes choses. Donc, ce qu'on attend de Jean-Louis Gasset pour l'instant, c'est que la Côte d'Ivoire joue avec de la fluidité. Quand tu regardes un match des éléphants, tu le sais s'ils peuvent gagner, s'ils ne peuvent pas gagner. Mais dans le jeu, on ne ressent pas vraiment la patte du coach. Et pour moi, c'est à ce niveau que les choses doivent s'améliorer. D'accord, c'est votre avis. On respecte votre avis. On part sur la page Facebook de la 3. On a Richard Conan Yao qui nous dit oui. Il faut qu'on l'encourage d'abord avant d'exposer la faiblesse de l'équipe. Jusqu'à présent, je suis convaincu de la défense du milieu avec l'apport sans ignorer de Seko. Mais la combinaison des attaquants n'est pas encore au top, surtout les côtés. Mes félicitations aux sélectionneurs et aux joueurs. Travaillez encore, la CAN sera à nous. OK, bon, vous autres, messieurs, qui avez dit donc oui, Clément, on vous écoute. Oui, même s'il y a quelques chantiers à corriger, même c'est vrai, même dans son analyse, dans son argumentaire, il a passé tout le temps à dégager des notes positives en faveur de Gasset. Oui, parce que j'ai trouvé une équipe, voilà. Oui, parce que d'abord, Gasset, il n'est pas buté, il n'est pas figé en termes de tactique, il n'est pas figé en termes de liste également, il arrive à corriger. C'est le coach, c'est le sélectionneur qui se corrige au fur et à mesure. À chaque rassemblement, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui s'améliore avec lui. Il a pris le temps pour construire sa défense. Il a pris le temps pour bâtir son milieu. Il fait venir Seko Fofana. Donc je pense qu'il est en train de progresser petit à petit. Oui, également parce que tactiquement, son équipe devient flexible. En termes de tactique, il est capable de jouer en 3-5-2, il est capable de jouer en 4-3-3. Et puis ça lui donne cette fluidité-là que nous, on a constaté que Séverin n'a pas constaté. Parce que moi, je pense que l'équipe commence à avoir un peu de fluidité. Et on n'a pas fait la remarque face aux Seychelles. Il va se priver de ses 2 arrières gauches. Il va jouer en 3-5-2 avec des pistons. Il va jouer avec Adingra et puis Boga en piston. C'est rare de voir un sélectionneur se priver de ces 2 pistons, de ces 2 arrières gauche et puis être performant. Donc bravo à lui parce qu'il commence à cerner son groupe. Oui, également parce qu'il a mis de la concurrence entre les jeunes et puis les anciens. Et on a vu parce que pour aller en compétition, pour aller loin dans une compétition, il faut d'abord un 11 de départ et puis un effectif, c'est-à-dire un banc. Et lui, il commence à avoir son 11 de départ plus ce banc-là parce que la dernière rencontre face au Gambie, il y a eu beaucoup d'absents dans son effectif. On a vu des garçons tels que Haller qui n'étaient pas là. Quand tu prends même le 11 de départ, tu étais inquiet. Mais quand on prend la physionomie, quand on prend le déroulement de la rencontre, des garçons tels que Kwame Christian, tels que Oumad, alors qui n'avait pas récupéré, Sangaré également qui n'avait pas récupéré. Mais si tu n'as pas un effectif de qualité, si tu n'as pas mis les autres dans le bain, si tu n'as pas fait tourner autant comme lui l'a fait, tu donnes pas la confiance aux garçons tels que Christian Kwame ou Madjakite. Quand on prenait le 11 de départ, on était inquiet. Mais quand on prend le déroulement du match, on a vu une équipe qui a dominé son match, qui avait la maîtrise de la rencontre. Et puis on a une sélection qui commence à avoir, ce qu'on appelle la gestion et puis l'approche des matchs. Et comme vous voyez dans la rencontre, on n'a pas eu à dominer outragement. On a fait ce qu'il y avait à faire. On était dans l'efficacité, une frappe de Seko Fofana. Donc bravo à lui, il est en train de corriger petit à petit les erreurs ou encore les carences de cette sélection-là. Et on espère qu'il va monter en puissance, plus en puissance encore à l'approche de la CAN à domicile. OK. Voyons l'avis de M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé. Oui. Bonsoir, Abel. Bonsoir, M. Diomandé. Comment vous allez? La belle voix. La douce voix et la trois, et le moins très haut. Merci, M. Diomandé. Alors, on vous écoute. Est-ce que Jean-Louis Gasset a fait progresser l'équipe pour vous? Je suis à la table. Oui, tout le monde. Bonsoir, monsieur. Oui.
Je dis oui. D'accord. Je dis Pourquoi? oui, parce que vraiment, il a mis l'équipe sur les vraies règles, les anciens et les jeunes. La défense, actuellement là, explique confiance. Quand on voit l'équipe nationale jouer, la jeunesse qui est au sein de l'équipe, Dicap, mon fils Diomandé, je crois que Ngomade, je crois que ça va. Il a fait un très bon ménage. Le milieu, je vois que c'est maintenant qu'il commence à donner des solutions à Sekou et à Ibrahim Sangaré, un milieu commando. Mais c'est la lecture du jeu qui doit améliorer par rapport à l'attaque. On a des jeunes qui veulent se faire apporter par la terre, par la jeunesse, qui jouent à le public. Il doit les conseiller de libérer vite le ballon, de faire le jeu collectif en attaque et marquer plus. C'est ça qui fait l'attaque d'une meilleure équipe. Donc Jean-Louis Gasset, il progresse, il s'en va. Au début, moi-même, j'étais l'un des ennemis de Gasset. Mais Gasset, c'est la vieille mamite. Il nous fait de la bosse sauce arachide et on va le déguster à 24. Oui, monsieur Diomandé. Bon, que Dieu nous aide, santé, longue vie et 24 trucs en bonne santé, on va prendre cette coupe-là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Monsieur Jean-Louis Gasset qui fait de la bonne sauce arachide, comme l'a dit monsieur Gasset. Avec du foutou. Surtout. Banane. Bon, Balo, allez, on vous écoute. Vous avez dit oui, faites déjà progresser l'équipe. moi je pense que pour répondre à la question, il faut savoir quelles étaient les problématiques de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, les problématiques anciennes. La première problématique, c'est qu'on n'avait pas une très bonne charnière centrale. On avait Derry Simon, Eric Bailly, qui, face au Burkina Faso, ont été dépassés. On a été battus lors de cette rencontre. Face à la Zambie également, on a été dépassés défensivement dans l'axe central et au niveau des latéraux. Aujourd'hui, avec le match Seychelles, face aux Seychelles et face à la Gambie, force est de reconnaître que ces lacunes ont été gommées. Maintenant, on a une charnière centrale qui est beaucoup plus sereine avec Ousmane Diomandé et Evan Dika. Et on a une plus grande solidité globale défensive, puisque maintenant, on a Ghislain Conan qui a toujours été bon sur son côté, mais on a eu aussi la patte Wilfried Senghor. Wilfried Senghor qui a été non seulement passeur décisif pour Sébastien Haller, mais qui a su tenir son couloir. Maintenant, on peut ajouter aussi un bon retour, un bon comeback de Serge Aurier, qui a pu être mis en confiance sans doute par le sélectionneur pour retrouver un niveau acceptable. Donc on voit qu'il y avait de grosses problématiques avant, mais maintenant ces problématiques défensives ont été gommées. On en vient maintenant au milieu de terrain. Quelle était la problématique du milieu de terrain? On avait des problèmes de complémentarité au milieu de terrain. Très souvent, on alignait Cyril Jean-Michel avec Franck Kessié. Maintenant, c'est un mauvais souvenir, puisqu'on peut parler d'un milieu de terrain un peu plus complémentaire avec Kessié, Seko Fofana et Sangara Ibrahim. Et la grande nouveauté avec ce milieu de terrain, c'est l'apport de Seko Fofana qui a été cherché par Jean-Louis Gasset. Seko Fofana apporte beaucoup plus d'efforts en milieu de terrain, mais apporte aussi une certaine prise d'initiative constante au niveau des frappes de balles, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire face à des blocs bas. Avant, là aussi, au milieu de terrain, on avait de grosses difficultés. Face au Lesotho, on a eu de grosses difficultés à percer le bloc bas. Aujourd'hui, on a la capacité de percer ces blocs bas proposés à la fois par le Seychelles et par la Gambie. Donc là encore, c'est une problématique dans laquelle il nous a fait progresser et on attaque. On attaque la problématique ancienne, c'est qu'on avait du mal à servir à l'heure dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les 2 matchs, voire les 4 derniers matchs des éléphants de Côte d'Ivoire, on peut dire que quelque part, Sébastien Haller est un peu mieux servi, puisque déjà, il a été buteur face à l'Afrique du Sud. Il arrive à avoir une action dangereuse face au Mali où il heurte le poteau. On a également le match, je pense que ça c'est face, si mes souvenirs sont bons, où il est servi par Wilfried Senghor. Le match ne me revient pas, mais où il est servi par Wilfried Senghor. Contre les Comores à Bouaké. Voilà, contre les Comores à Bouaké, avec un centre magnifique où il reprend de la tête. Donc aujourd'hui, on a un buteur, Sébastien Haller, qui est un peu plus à l'aise, qui est un peu plus servi, qui arrive à marquer un peu plus de buts, qui arrive à être un peu plus dangereux face aux défenses. Ce n'était pas forcément le cas avant dans cette équipe de Côte d'Ivoire offensivement. Donc, compartiment par compartiment, on constate que les problématiques anciennes
ont été quelque part gommés, même s'il y a encore du boulot, mais il est à féliciter, sans compter l'apport des jeunes qu'il a pu intégrer comme Simon Adingra, comme Oumar Diakité. Avant, lorsque l'équipe nationale de Côte d'Ivoire évoluait, lorsque les côtés étaient bloqués, il n'y avait pas de solution. Maintenant, avec ces jeunes, il y a des solutions. Donc, pour tous ces éléments-là, moi, j'estime qu'il a fait progresser l'équipe. Très bien, Balo, bonne analyse. Donc, à vous entendre, vous avez touché plusieurs compartiments et pour vous, il y a une bonne évolution, il y a une bonne progression. Donc, pour vous, oui, Jean-Louis Gasset, effectivement, a fait évoluer l'équipe. Henri Joël, vous aussi qui dites oui. Oui, après la brillante analyse de Balo, je ne sais pas si je dois ajouter, mais je vais essayer d'ajouter quelque chose parce que, en termes de qualité de joueur, il en a apporté dans cette équipe. Aujourd'hui, en défense, on a Ndika qui est arrivé sous Gasset. C'est vrai, l'élément l'a signifié, mais Seko Fofana, il ne venait pas. Aujourd'hui, Seko Fofana, il est là. On parlait du poste de gardien de but. Déjà, même on se souvient de ce match Côte d'Ivoire-Zambie, où Ayaï Folie, voilà, il donne un peu la folie à presque tous les Ivoiriens, où on prend 3-0. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, personne ne parle du poste de gardien de but chez les éléphants. On dit... Voilà, ce qui ressort des prestations, c'est que pour l'instant, il n'a pas encore eu de ballon chaud. Mais pourquoi il n'a pas de ballon chaud? Parce qu'il y a une bonne défense et ça, c'est à mettre à l'actif de Gasset. Il a instauré la concurrence au sein de cette équipe des éléphants. On se souvient très bien que tout le monde se plaignait de Serge Aurier sur son côté, où il était presque le boss, il était intouchable. Il a réussi à faire revenir un joueur comme Senghor Wilfried, qui, en l'absence de Serge Aurier, a prouvé, a montré de quoi il est capable. Si vous avez remarqué maintenant, Serge Aurier, il est plus impliqué, plus appliqué quand il joue. Et ça aussi, c'est à mettre à l'actif de Gasset. Moi, je n'étais pas beaucoup pour sa nomination quand il était arrivé. Les débuts, on était tous ici en train de le critiquer. J'ai été même parmi ceux qui l'ont beaucoup critiqué. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître... Vous étiez tous parmi ceux qui l'ont beaucoup critiqué. Bien sûr. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le monsieur, il est en train de faire quand même un bon travail. Moi, il me rappelle un peu, peut-être les autres, peut-être ne seront pas d'accord avec moi, mais il me rappelle un peu Averena, surtout dans sa manière de coacher. Averena n'avait pas peur de changer de système, même dans le match. À plusieurs reprises, il a joué, surtout dans un match, il a joué souvent avec 3 systèmes différents. Moi, je me rappelle de ce match Côte d'Ivoire-RDC, au stade Félix Houphouët-Boigny, où on se fait battre 4-3. Mais ce jour-là, Verena a joué avec près de 3 systèmes de jeu différents dans le match. On a commencé en 4 défenseurs. Après, avec la sortie de Kessié sur carton rouge, on est passé à 3 défenseurs. Mais malgré cela, la Côte d'Ivoire est venue jusqu'à 3-3. Aujourd'hui, on remarque la même chose avec Gasset, qui n'hésite pas à changer de système et surtout en fonction de l'adversaire. D'accord. On joue un match, mais avec une intensité remarquable face au Maroc. Le Maroc qui a joué demi-finale de Coupe du Monde. Le Maroc a été dominé. D'accord. Henri Joël, permettez-moi, on a un appelant, je suis obligé de vous couper. On a monsieur, il appelle déjà. Nous avons monsieur Kwame Yao qui nous appelle de Tandi. Bonsoir, monsieur Kwame. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, ça va un peu, madame. Bon, il faut que ça aille mieux quand vous suivez la 3. Allez, on vous écoute. Jean-Louis Gasset a-t-il fait progresser l'équipe? Jean-Louis Gasset a fait progresser l'équipe. D'accord. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a toutes les compatriotes, comme les commentateurs l'ont dit, partout, du gardien jusqu'à l'attaque, il y a l'entente. Et puis, ça joue bien. Actuellement, il y a un petit truc pour régler dans le milieu du terrain. Le milieu est un peu lent. Il faut que ils n'ont qu'à aller très vite. Voilà, en attaque. Si les gens arrivent à régler ce problème, à aller très vite pour pouvoir servir à l'heure, il a trouvé pendant la CAN. Sinon, actuellement, la défense, le gardien, jusqu'à l'attaque, il n'y a pas de problème. Mais avant l'arrivée de ce monsieur, vraiment, la Côte d'Ivoire avait des problèmes, le jeu était lent. Sur les côtés, le jeu était lent. On ne sait pas l'attaquant en pointe. D'accord. Mais à la jeunesse de maintenant, qui tout à Dingra, il dribble, il cherche à penser à rentrer dans la surface pour pouvoir servir attaquant en pointe. Donc vraiment, moi je trouve que l'entraîneur actuellement, il fait mieux que ceux qui se sont passés avant.
D'accord, Merci, madame. ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kwame Yao. Merci beaucoup. Henri Joël, je vous laisse terminer. Donc, justement, M. Kwame Yao qui rejoint un tout petit peu, on va dire, Saint-Séverin. Il avait dit non. Saint-Séverin, Il avait dit non. vous aurez la Mais parole tout à l'heure. Oui, dans son terminez. argumentaire, il a dit oui. Bon, Oui. je ne sais pas pourquoi il fait ça. Bon, terminé. Donc, je le disais, il a instauré une concurrence au sein de l'équipe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit tous les joueurs, on les sent impliqués dans la manière de jouer. Et dernière chose, c'est qu'on avait du mal quand même à revenir au score quand on était mené. Et surtout quand on jouait, comme Balo l'a dit, face à un bloc bas. Aujourd'hui, tout ça, dans le match face à l'Afrique du Sud, on a fait preuve de résilience parce que c'était très compliqué, ce match-là. Et je pense que c'est peut-être le match référence de Jean-Louis Gasset depuis son arrivée. On était face à un adversaire très difficile à manœuvrer. Et on a vu comment les joueurs ont réagi. C'est vrai qu'on ne gagne pas le match, mais derrière, il y a cette capacité-là de revenir au score et surtout de tenir tête à l'Afrique du Sud parce qu'on était un peu baladés en début de match. Ensuite, quand on a joué face à l'équipe gambienne, malgré la fatigue du voyage, malgré le fait que les Gambiens n'aient pas bougé après le premier match, derrière, on a fait douter cette équipe. On a obligé cette équipe à défendre et on a marqué des buts à des moments où les Gambiens essayaient de sortir. Donc, je pense que quand on regarde tout ça, par rapport à ce que nous avons vu en termes de jeu, en termes de résultats depuis son arrivée et aujourd'hui, je pense que quand même il y a un changement. Il faut le reconnaître, le dire, c'est pas mal. Ça, c'est vrai. Il y a un changement, il y a une progression quand on voit l'équipe type au départ. Sur la page Facebook, on a Évariste Lachance qui nous dit pas vraiment, mais une chose est sûre, il a écouté les Ivoiriens, il a essayé tous les bons joueurs disponibles, il devra faire des choix et c'est là le plus difficile. Parlons justement des joueurs qui ont été rappelés et tout. Est-ce qu'on peut dire qu'il a su faire un mix de la jeune génération et de l'ancienne génération? Oui, Saint-Séverin. Oui, je l'ai dit dans mon argumentaire. C'est peut-être pour ça qu'ils disent que je fais l'éloge. J'ai dit que quand on parle d'une équipe qui a progressé, la progression, c'est dans le jeu. La Côte d'Ivoire a un tel réservoir que ramener de bons joueurs, ce n'est pas forcément un exploit. C'est le train qui arrive à l'heure pour un sélectionneur. Donc ça, vraiment, il faut qu'on passe là-dessus. Aujourd'hui, on doit se concentrer sur le jeu des éléphants. Ils ont tous parlé de système ici, d'animation offensive, mais je n'ai pas vu les chiffres face à toutes les équipes. Le constat aujourd'hui, c'est que Jean-Louis Gasset a deux schémas préférentiels, deux systèmes préférentiels, 4-3-3 et 3-4-3. Ça sont ces schémas. Les 3-4-3, une défense à 3, il est fait face à des équipes très faibles et très loin dans le classement FIFA par rapport à la Côte d'Ivoire. Face aux Lesotho, c'était ainsi. Face à la Gambie même, hier, c'était comme ça. On a commencé, par exemple, le match à une défense à 4 parce que dans la tête de Gasset, la Gambie était un adversaire difficile. Et le coach de la Gambie, Saint-Fiet, en conférence de presse, avait dit qu'il allait jouer très offensif. Donc le coach, dans sa tête, il s'est dit que c'est un match piège, il faut qu'il blinde sa défense. Mais après, quand il a vu que la Gambie, les éléphants avaient le dessus sur la Gambie, il est passé un 3-4-3 en faisant rentrer Senghor, par exemple, qui est devenu un piston. Et Senghor était dans le même match que Aurier. Donc vous voyez, donc ces schémas où il jouait une défense à 3, c'est face à des équipes faibles. Et face à des équipes fortes, vous l'avez vu, face au Maroc, face à l'Afrique du Sud, il a joué avec une défense à plat, 4 défenses. Et face à ces équipes-là, le système, le schéma ne change pas en cours de match. Quand c'est une équipe, une grande nation au classement FIFA ou au top 10 africain, le schéma ne change pas. Donc pour moi, non, ça, ce n'est pas du coaching. Le coaching, c'est justement avoir un schéma préférentiel, quel que soit l'adversaire, mais évidemment, qui peut évoluer en cours de match. Mais en plus de cela, c'est le faire face à des grandes nations. Parce que quand tu veux créer le surnom avec un système en 3-4-3, ça veut dire que tu as confiance en tes milieux de terrain. Mais là, on constate face aux grandes équipes que Jean-Louis Gasset préfère, au contraire, blinder la défense. Une équipe comme la Côte d'Ivoire ne peut pas, par exemple, blinder sa défense face à l'Afrique du Sud. Moi, je vois beaucoup d'Ivoiriens pavoiser pour dire non, on a fait un grand match face à l'Afrique. Non. L'Afrique du Sud n'est pas une nation du niveau de la Côte d'Ivoire. Ah, c'est votre avis. Oui, c'est mon avis. C'est votre avis. On a M. Traoré Alassane en ligne. M. Traoré Alassane, bonsoir.
Vous nous appelez de Bingerville, hein? Oui. Bonsoir la grande team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, monsieur Traoré Alassane, éléphant, est-ce que Jean-Louis Gasset a fait progresser l'équipe? Oui, chez moi, à mon égard, oui. Mais moi, Oui. je veux aller un peu plus loin parce que l'état d'esprit du groupe, je pense que c'est important dans chaque équipe. Oui. Déjà, j'ai vu 9-0 tout dernièrement. Lorsqu'on obtient un penalty, c'est Alain qui prend. Lorsqu'on obtient un penalty, il y a un autre joueur qui prend. C'est là qu'on veut donner confiance à tous les joueurs. Moi, je pense que déjà, l'état d'esprit est déjà là. Mais ce que j'aimerais plus parler dessus, c'est le côté milieu. Il y a un appelin qui vient de dire que le milieu sont un peu lents. Oui, aujourd'hui, ça, c'est la vérité. Quand il regarde le jeu de Seko Fofana, voilà pourquoi moi, j'aime beaucoup le jeu de Seko Fofana. Oui. Dès qu'on récupère la balle, il se projette très vite devant. Et c'est important. Je vais prendre l'exemple sur l'équipe nationale de l'Argentine. C'est ce qui a permis à l'Argentine aujourd'hui. Même on a regardé le final Argentine-France, on a vu deuxième but de l'Argentine, 2 touches de balle déjà, ils étaient devant. Quand tu vois le jeu de Seko Fofana, c'est à peu près le même jeu là. Et c'est important. Si Franck Kessé peut aller un peu plus vite, ça va nous aider dans les jours à venir. D'accord. J'aimerais ajouter. D'accord, ok. Donc pour vous, il y a des compartiments à améliorer. Merci beaucoup. Oui, Balo. Oui, moi, Tout le monde, ça commence à devenir beaucoup de choses à améliorer. Sur ce que Saint-Séverin dit, J'allais dire, parlait de statistiques. Il y a quoi de mieux aujourd'hui que de marquer 11 buts en 2 matchs? Je pense qu'on a disputé. Faut pas qu'on Laissez-le parler, s'il vous plaît, Saint-Séverin. Laissez-le parler. Allez-y, Balo. Faire un clean sheet face à la Gambie, c'est quand même un exploit, c'est quand même quelque chose de bien. Oui, Parce dans que le la contexte, Gambie, avec la fatigue de nos joueurs. Oui, la Gambie est quart de finaliste de l'ancienne CAN, en plus avec un coach qui est aujourd'hui respecté sur l'échelon continental, Tom Saintfiet. Donc c'est déjà pas mal en termes de statistiques. Oui. Je disais que tout à l'heure, il parlait du fait que l'Afrique du Sud n'est pas au niveau de la Côte d'Ivoire. Non, là, je m'inscris en faux. Même sur la forme du moment, l'Afrique du Sud a fait de meilleurs éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations que les éléphants de Côte d'Ivoire. Et en plus de cela, il faut savoir que c'est une nouvelle génération sud-africaine. Et dans ce match-là... Une nouvelle génération ivoirienne aussi. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Nouvelle génération, sur le match, la Côte d'Ivoire n'était pas du tout favorite. Lorsqu'on regarde la physionomie du match, tout laissait croire que les éléphants de Côte d'Ivoire allaient perdre le match. Non, le match n'a pas été perdu. Si, dans la sort d'un contre le Maroc. Un carton jaune. Dans le match. Merci. Je ne parle pas de l'avant contre le Maroc. Je ne parle pas de l'avant-match. Je parle de la physionomie du match Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. Sur les premières minutes, c'est clair que les indicateurs n'allaient pas dans le bon sens. Et à la fin des 90 minutes, on s'est sorti avec un match nul, un but partout. Les indicateurs du match Afrique du Sud-Côte d'Ivoire nous laissaient croire à un moment donné qu'on était parti pour perdre le match. Et cette équipe-là a résisté. Là, il faut qu'on le reconnaisse au moins. Face au Maroc, on n'était pas favori avant le match. Face au Maroc, tout le monde voyait le Maroc s'imposer, y compris nous sur ce plateau. À la fin du match, à la fin des 90 minutes, la Côte d'Ivoire était à 2 doigts de battre cette équipe du Maroc, n'eût été l'erreur involontaire de Sylla Bakar. Donc, c'est dire que lorsqu'on regarde cette équipe évoluer face au cadre de ce continent, l'Afrique du Sud, actuellement, oui. Compte tenu de ses résultats, oui. Compte tenu de ses résultats actuels des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, compte tenu du fait que l'Afrique du Sud ait battu même le Maroc, qui est demi-finaliste de la Coupe du Monde, sur ses résultats actuels, oui, l'Afrique du Sud est une équipe qui monte sur l'échelon continental. Donc, partant de ce fait-là, moi, c'est pas mal. Oui, d'accord, ok. Les règles du jeu, s'il vous plaît, messieurs. Vous ne parlez pas en même temps. Ça, c'est vrai, vous avez déjà un carton jaune. Si vous insistez, vous allez prendre un deuxième carton jaune et là, vous allez sortir du plateau. Ok. Bon, Balo, justement, parlait de statistiques. On va voir en infographie le bilan de Jean-Louis Gasset avec les éléphants à ce jour. Alors, le parcours de Jean-Louis Gasset avec les éléphants, Côte d'Ivoire-Zambie, ça a commencé avec ce match. 3 buts à 1 en faveur des Ivoiriens. Ensuite, Lesotho, Côte d'Ivoire 0-0. Côte d'Ivoire-Togo 2-1. Côte d'Ivoire-Guinée, 3 buts à 1. Côte d'Ivoire-Burundi, 4-0. Côte d'Ivoire-Burkina, 1-2 pour les Burkinabés, malheureusement. Côte d'Ivoire-Comores, 3-0. Comores-Côte d'Ivoire, 0-2. Zambie-Côte d'Ivoire, 3-0. Côte d'Ivoire-Lesotho, 1-0. Côte d'Ivoire-Maroc, 1-1. Afrique du Sud, 1-1. Côte d'Ivoire-Seychelles, 9-0. Et puis Gambie-Côte d'Ivoire, 0-2. En faveur de la Côte d'Ivoire. Allez, bilan statistique, 14 matchs, 9 victoires, 3 matchs nuls, 2 défaites,
32 buts inscrits, marqués, si vous le voulez, 10 buts encaissés. Meilleur buteur, Sangare Ibrahim, 7 buts. À l'heure, Seko Fofana, c'est 4 buts. Kwame, Christian et Krasso, c'est 3 buts. Kessie Konaté, Traoré Ahmed, c'est 2 buts. Et puis Aurier Doumbia, Gradel Pépé. Adingra, un but, ce qui fait c'est qu'il y a plusieurs buts différents. Et là, c'est aussi à mettre à l'actif de Jean-Louis Gasset parce qu'aujourd'hui, on n'a pas qu'un seul secteur de jeu qui marque. Il n'y a pas seulement que les attaquants qui marquent. Hein. Vous avez des milieux de terrain qui marquent beaucoup, notamment Sangare Ibrahim et Seko Fofana qui marquent. Donc aujourd'hui, c'est un bon point aussi pour l'équipe nationale. Et 32 buts en 14 Voilà, matchs. et sur la page Facebook, messieurs, on a Arnaud Adia. Gasset, on l'aime ou on l'aime pas. On force, c'est de constater. Constater. Tout ça, c'est censé. Ça, c'est vrai. Vous allez prendre le deuxième carton, je vous assure. D'accord, j'y vais. Qu'il fait du bon boulot. Il a reçu à intégrer les jeunes. Justement, on va parler de cette intégration des jeunes. Réussi à intégrer Seko, que beaucoup ne voulaient pas voir en sélection. Aujourd'hui, Gasset donne raison d'avoir été patient vis-à-vis de lui. Au-delà, il a redonné à l'heure la confiance en sélection, qui a 3 buts sur ces 3 matchs. Même le mal né de cette sélection, c'est Kwame qui marque sous Gasset. Bon, que voulez-vous? Gasset a ramené des joueurs clés à des postes qui nous fatiguent. Ndika en défense, qui est une assurance. Tout reste, ce gars est difficile à bouger dans les duels. Bon, parlons en revenant sur l'intégration justement des jeunes. Clément. Ouais, je pense que c'est là le véritable chantier d'un coach. On sait qu'on peut tout dire de Gasset. Il a été le père spirituel de plusieurs grands coachs en France. Quand tu prends Laurent Blanc, qui était sélectionneur de la France, on disait entre guillemets que c'est Gasset qui le faisait parce que lui, il avait quand même ce côté, voilà, ce côté formateur-là. Il arrive à intégrer les jeunes. C'est l'une de ses principales forces à Gasset. Quand tu prends Ndika qui ramène, tu prends Ousmane Diomondé, la charnière centrale Ousmane Diomondé, Ndika, qui réussit à insérer au niveau des éléphants. Tu as cette tranquillité-là, ça dégage une telle assurance, mais c'est parce qu'ils ont un papier qui les comprend, qui les a mis en confiance. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas le propre de tout le monde. Et lui, il a cette qualité-là. Et même la pression populaire qu'on a mis sur Gasset de mettre Konaté Karim, mais il n'a pas écouté. À un moment donné, il sait à quel moment il va lancer Konaté Karim. On sait qu'il a mis Karim face aux Seychelles pour permettre aux jeunes gens d'être en confiance, de ne pas le brûler totalement, pour lui dire que oui, on peut compter sur toi également. Donc lui, il a cette gestion-là parce que il est un peu psychologue. Bravo à lui parce que quand tu viens dans un vestiaire où tu as beaucoup de cadres, où tu as beaucoup de doyens, c'est pas évident d'assurer cette collaboration entre jeunes et vieux, entre guillemets, parce qu'il y a ce qu'on appelle les conflits d'intérêts, les conflits de génération. Mais quand on prend son vestiaire, on a l'impression qu'actuellement tout va bien. Quand tu as Franck Kessié qui donne son penalty aux jeunes Konaté Karim, ça veut dire que il y a cette cohésion de groupe qui commence à se dessiner petit à petit. Et quand tu fais venir Seko Fofana, on sait que la manière dont Seko vient, ça pourrait créer des conflits entre ceux qui étaient là et puis Seko Fofana. Mais quand tu les vois jouer, tu sais qu'il y a cette entente-là, ils ne se mâchent pas dessus au milieu du terrain. Donc bravo à lui, il réussit l'intégration des jeunes, il réussit à ramener de la fraîcheur parce que c'est vrai que tu vas gagner une CAN, mais un bon sélectionneur, c'est celui qui laisse une génération future à un pays et c'est ce que lui il est en train de faire également. Clément, je l'ai dit dans mon nom, tout ça. Ah ouais, c'est sûr. Ça, c'est vrai, le deuxième carton. Marie-Christine. OK, non, on poursuit, s'il vous plaît, monsieur. On a le concerné même, Jean-Louis Gasset, qui s'est exprimé à notre micro avec certains joueurs, au micro de nos envoyés spéciaux en Tanzanie. Il s'agit donc de Jean-Baptiste Assouan et Néry Chris Lobé. On écoute. On jouera pour gagner, on jouera notre football. On a vu ce soir que sur un terrain difficile, contre une équipe regroupée, qui nous attend pour nous contrer, si on n'ouvre pas le score, et on l'a ouvert juste avant la mi-temps, c'est difficile. Tant qu'il y a 0-0, l'adversaire a la sensation qu'il a son match, il tient son match. C'est des matchs difficiles. C'est d'autres schémas à négocier. Et en 72 heures, on a montré deux facettes. Et ça, c'est bon. Le groupe, je vous l'ai dit, j'aime pas les individualités. Bien sûr qu'elles font la différence. Mais le groupe vit bien. L'amalgame entre les jeunes et les vieux, les anciens, pas les vieux, entre guillemets. Les anciens font des efforts. Aurier a joué les 2 matchs, Boli a joué les 2 matchs, parce qu'il y a eu des blessés.
Il y a eu des blessés, je n'ai pas pu faire retourner. Et ils ont rejoué 72 heures après. Les jeunes, soit sont rentrés le match d'avant, soit étaient titulaires aujourd'hui, ont joué 1 heure. C'est bien vivre ensemble. Ça, c'est très important. On avait pour objectif de prendre les 3 points. Donc, c'est fait, on est content, on continue à avancer positivement. Très bien, très bien. Vous savez, au football, tant qu'on gagne, tout le monde est content, le groupe il va bien. Et on avance comme ça. Et on savait qu'on avait à cœur de prendre les 3 points aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, pour se qualifier pour la Coupe du Monde, tous les matchs, c'est des finales, il faut les jouer à fond. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc on est content et on va continuer à avancer comme ça. Ça fait du bien de venir en sélection et participer aux victoires. Le premier match, on avait bien commencé, le deuxième match, on a bien fini. Là, maintenant, chacun va rentrer dans son club et puis on verra pour la suite. On vit bien depuis ça fait maintenant 1 an et demi que le sélectionné il est là et ça vit bien. Tout le monde est content de ses choix. Et voilà quoi. On a bien commencé les qualifs pour la Coupe du Monde. Maintenant, il faut partir dans ce club et voir maintenant, attendre la liste pour la CAN. Voilà, donc un reportage de Jean-Baptiste Assouan et Neri-Chris Lobé en Tanzanie. Sans Séverin, on a écouté le sélectionneur Jean-Louis Gasset qui parlait justement des anciens. Il a bien précisé, pas des vieux, mais les anciens. Est-ce que les anciens, finalement, ils ont aidé Jean-Louis Gasset par rapport à l'entente au sein du groupe? Oui, je le dis tout de suite. Parce que de l'extérieur, on a l'impression que le groupe des éléphants est beaucoup divisé. Ça, c'est une impression qui ressort. Mais quand tu es en immersion, tu constates que les anciens ont beaucoup fait pour la stabilité du groupe. Quand j'ai commencé mon argumentaire tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai dit que ce que Gasset a apporté de positif pour moi, c'est la vie du groupe. Quand vous voyez par exemple Willy Boli, qui ne jouait pas trop ces derniers temps, Aurier et Gradel s'assoient toujours à la même place. Que ce soit le bus, que ce soit à l'avion, soit assis à la même place, ils sont écoutés par les autres et tout ça fait en sorte que le groupe vive bien. Au-delà de ça, il y a aussi ces mêmes anciens-là qui respectent aussi les jeunes. Aujourd'hui, Mas Gradel est sur le banc, il ne joue pas, mais à aucun moment, tu ne verras un coup de sang de sa part. Au contraire, il passe son temps à donner des conseils aux jeunes. Donc pour moi, l'un des aspects positifs que Gasset a ramené, c'est vraiment la vie du groupe. Il est au contact avec ses joueurs, il prend des nouvelles tout le temps. Les anciens respectent les jeunes respectent les anciens. Chacun connaît sa place et chacun essaie de donner le meilleur de lui-même. Et ça a même aidé la Côte d'Ivoire qui, en 24 heures, est obligée de se retrouver en Tanzanie pour affronter la Gambie, qui n'a pas eu beaucoup de temps pour s'entraîner. Une seule petite séance. On n'a même pas pu faire de conférence de presse d'avant-match. On a juste parlé au coach rapidement au bord du terrain avec l'autorisation du service communication de la fédération, à Dar es Salaam. Et donc, le lendemain de leur arrivée, tu quittes la Côte d'Ivoire le matin, tu arrives en Tanzanie à 22 h. Le temps de finir de manger, il est déjà 1 h du matin, 2 h du matin, les joueurs vont se reposer. À 16 h, 17 h, petite séance d'entraînement. Le lendemain, automatiquement, un match. Je dis, si ce match-là, les éléphants ont montré beaucoup de résilience, mais pour moi, il y a encore un chantier. Le plus grand chantier en football, c'est le système de jeu, la fluidité dans le jeu, dans les mouvements. Il faut travailler ça et on deviendrait un ogre. Vous revenez sur vos mêmes propos et c'est bien pris en compte. Oui, Balo, toujours sur la même question. Oui, il a su faire un bon mixte, parce que ce n'est pas très évident de le faire. Et notamment en milieu de terrain, moi j'estime que ce soit sur les côtés avec l'arrivée de Simon Adingra et de Oumar Diakité, qui viennent aussi suppléer certains anciens comme Max Gradel, et aussi en milieu de terrain, Ahmed Junior Traoré. Lui aussi, c'est vrai qu'il a déjà joué avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais qui a fait un bon retour avec Jean-Louis Gasset. Donc on voit qu'il a su aussi créer cette homogénéité, parce qu'on sait que l'une de ses qualités aussi, Jean-Louis Gasset, lorsqu'il arrivait à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est ce côté paternaliste. Ouais. Donc ce côté paternaliste permet d'avoir aussi une pointe de rassemblement de tout l'effectif, et c'est ce qui fait du bien. Donc je pense qu'on espère que ça va continuer jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations.
et on espère qu'il n'y aura pas de changement à ce niveau-là, qu'il saura en tant que sélectionneur garder le cap aussi. On a aussi des joueurs comme Wilfried Zaha, Nicolas Pepe et Eric Bailly. Est-ce qu'ils peuvent apporter un plus à l'équipe? Oui, je pense que, comme lui-même l'a dit, la sélection n'est pas fermée. Voilà, même s'il est à 80, 95, 90% de son effectif pour la CAN, je pense qu'ils peuvent avoir quand même des chamboulements ou encore des changements de dernière minute. Donc, il ne faudrait pas fermer la porte. Je pense que Zaha, il apporte énormément avec Galatasaray actuellement. Donc, il peut faire office de joueurs qui peuvent aller à la CAN ou venir à la CAN ici en Côte d'Ivoire. Donc, il y a également Nicolas Pepe qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et quand vous êtes gestionnaire des hommes, quand vous avez un groupe à gérer comme ça, vous ne devez pas fermer la porte à qui que ce soit. Voilà, c'est son message à lui parce que ça peut décourager ou encore ça peut mettre dans ce qu'on appelle le confort. C'est que certains qui sont déjà sur la liste. Donc, quand vous gardez votre liste ouverte, voilà, vous mettez la pression sur tout le monde. Vous avez vu Willy Bolly qui n'avait pas joué depuis un bon moment. Le match qui sort, les 2 matchs qui sortent, tu as l'impression que c'est le titulaire habituel du poste. Mais pourquoi? Parce que voilà, il y a de la concurrence. Tu as Ousmane Djemodé Ndika qui lui ont donné des leçons de concentration pour dire ouais, le doyen, mais si tu veux gagner ta place, tu dois aller la chercher également. Donc, ne pas mettre les joueurs dans le confort, c'est de garder cette liste-là ouverte, dire que tout le monde peut avoir sa place, que ce soit de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Henri-Joël? Oui, il a permis à cette équipe quand même d'avoir tous ces jeunes en son sein, mais on n'oublie pas, hein, comme vous l'avez dit, ceux qui étaient là, Nicolas Pepe, c'est vrai qu'il est en train de renaître un peu du côté de la Turquie, un aspect que, voilà, parce que jusqu'à la CAN, forcément, on ne le souhaite pas, mais il peut se passer des choses hein, avec ceux qui sont là, en ce moment. Donc c'est pour cela que les avoir en réserve pour l'instant, parce qu'il faut utiliser ce terme-là, les avoir en réserve aujourd'hui, c'est pas mauvais. Nicolas Pepe, moi je me rappelle de ce match Côte d'Ivoire-France, vraiment on a vu les images tout à l'heure. S'il revient qu'il nous fait deux matchs comme il a fait en Côte d'Ivoire-France, je pense qu'on remporte la CAN parce qu'il était... Parce que... viens Pepe, viens. Au Cameroun, c'était le meilleur Ivoirien. Hein. C'était, je dirais peut-être l'un des meilleurs Ivoiriens au Cameroun pendant la CAN. Henri-Joël, pour terminer. Vous avez Zaha aussi qui vraiment peut apporter. Voilà, si certaines choses sont dégagées, notamment avec l'affaire autour de lui, la conférence du coach, tout et tout. D'accord. Il y a d'autres joueurs qui sont déjà passés dans cette équipe des éléphants qui peuvent aussi quand même apporter leur grain de sel. Très bien. Et la question LGT, éléphant, Jean-Louis Gasset a-t-il fait progresser l'équipe? Écoutons le public sportif ivoirien. Bon, apparemment, je vois qu'il y a beaucoup de progrès. Les éléphants sont plus solidaires dans le match. Ils sont plus solidaires, ils jouent ensemble par rapport aux autres matchs. Et puis, il y a plus de complicité. À mon avis, oui, parce que vu les 2 derniers matchs que nous avons suivis, les joueurs se sont donnés à fond. Et on espère qu'ils vont nous donner de bons résultats pendant les CAN. Au départ, c'était un peu laborieux. Bon, là, maintenant, ils commencent à se retrouver. On a vu, par exemple, avec le match amical contre l'Afrique du Sud, il a aligné une équipe où on se disait vraiment, c'était vraiment l'équipe type qu'il voulait avoir. Bon, dans la foulée, on voit déjà contre l'Afrique du Sud, l'équipe a tellement bien joué, on a aimé. Le premier match des éliminatoires mondial 2026, on a vu comment l'équipe sur le plan offensif a vraiment donné le meilleur d'elle-même. Et le deuxième match, alors on peut dire qu'il a retrouvé une équipe. En fait, comme le match contre le Maroc, vraiment j'ai vu. Ensuite, le dernier match qu'ils ont joué, vraiment, ils ont prouvé et le classement était bien fait. Bon, pour ma part, la Côte d'Ivoire reste toujours la Côte d'Ivoire. Elle a toujours su relever son niveau de jeu face aux équipes. Et pour ma part, Jean-Louis Gasset essaie quand même de faire ressortir le meilleur de ses joueurs. Pour l'instant, ça va. Voilà, des avis partagés. Jean-Louis Gasset a-t-il fait progresser l'équipe? On vous a tous entendus ici sur le plateau, messieurs, et aussi le public sportif ivoirien. Merci beaucoup pour votre participation à chaque fois dans la grande team. Bon, place au jeu, messieurs. On part tout de suite pour le plus calé.
Nous jouons en équipe. Équipe A, Clément et Ballot. Équipe B, Henri Joël et Saint-Séverin. Je ne vous écoute. On dit les expérimentés. La première question. Les vieux. Face à quel gardien de but, spécial gardien de but déjà, face à quel gardien de but Antonin Panenka a-t-il marqué son tir au but légendaire? Et qui est? A. Sepp Maier. B. Dino Zoff. C. Ubaldo Fiol. A, B ou C? On y va, messieurs. La réponse C pour l'équipe A, la réponse B pour l'équipe B, c'est la réponse A. En plus. Sepp Maier, le gardien allemand, a été la première victime du joueur tchèque lors de la finale de l'Euro 1976. C'est ça. Deuxième question. Lequel de ces gardiens de but n'a jamais été sur le podium du Ballon d'Or? A. Manuel Neuer. B. Oliver Kahn. C. Iker Casillas. A, B ou C? On y va. La réponse C pour l'équipe B, la réponse B pour l'équipe A. C'est la réponse C. Olivier Kahn et Manuel Neuer ont été classés 3e respectivement en 2001 et 2002 et en 2014. Troisième question pour poursuivre. Quel gardien de but a marqué le plus de buts dans l'histoire du football? Alors, est-ce la réponse A, Georges Campos, B, Rogerio Ceni, C, José Luis Chilavert. La réponse B pour tout le monde, effectivement, c'est la réponse B. Rogerio Ceni, le portier brésilien, est entré dans l'histoire du football en étant le gardien le plus prolifique avec 132 buts. Il y a des Quatrième question, on poursuit. Là, c'est une course contre la montre. On y va. Quel est le plus vieux gardien de but à avoir joué un match de la Coupe du Monde? A. Ezam El Hadari. B. Dino Zoff. C. Peter Shilton. On y va. La réponse C par ici et la réponse A par là. C'est la réponse A. Ezam El Hadari, le gardien égyptien, a battu le record à l'âge de 45 ans lors du match Arabie Saoudite-Égypte. Dernière question. 2006. Quel est le gardien de but le plus titré de l'histoire du football? A. Edwin van der Sar. B. Vitor Baya. C. Olivier Kahn. Olivier Kahn. On y va. Olivier Kahn. La réponse A pour Ballot et Clément et la réponse C pour le groupe B. C'est la réponse B. Vitor Baya, le gardien portugais, a remporté, 33 trophées dans sa carrière avec le FC Porto et le FC Barcelone. Roulement de tambour. Non, c'est fini. Vous nous avez triché. La VAR. Et c'est une égalité parfaite. Donc, pas de gagnant ce soir. Donc, du coup, vous allez tous esquisser quelques pas de danse, messieurs. La régie. Je vous attends. Hein? Oui. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. C'est la fin. C'est la fin de la grande team de ce soir. Merci Saint-Séverin. Merci Henri Joël. Merci Clément et Ballot. Merci aussi à vous de toujours nous suivre sur la 3, de toujours suivre la grande team. Rendez-vous demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.